Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va parler de Viva Systems, d'accord? Donc, on va essayer de... Voilà, je vais vous donner mon ressenti par rapport à cette compagnie après la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call, ok? Parce que je considère que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Donc, sans plus tarder, on y va. Alors, Viva Systems a récemment dévoilé les résultats de son quatrième trimestre de son exercice fiscal 2025. Avec des chiffres impressionnants et une vision stratégique ambitieuse, l'entreprise continue de renforcer sa position dans l'industrie des sciences de la vie. Alors, vous allez me poser la question de savoir, mais Thierry, nous sommes en 2025, comment est-ce qu'elle a terminé son exercice fiscal 2025? Eh bien, c'est simple, elle a un exercice en décalé. Donc, techniquement, son année fiscale 2025 a commencé en janvier 2024 et se termine en janvier 2025. Et donc, son année fiscale 2026 a commencé en janvier 2025 et se termine ici, enfin, quand on dit janvier, on va se dire ici 1er février, on va le dire comme ça, et se termine et va se terminer ici le 30 ou le 30 du mois de le 30 ou le 31, je sais pas, le mois de janvier 2026. Aussi simple que ça. OK? C'est la raison pour laquelle on parle ici d'année fiscale 2025 terminée. Donc, avec des chiffres impressionnants et une vision stratégique ambitieuse, l'entreprise continue de renforcer sa position dans l'industrie des sciences de la vie. Cependant, derrière cette performance se dessinent quelques nuages à l'horizon. Alors, avant de commencer, voilà, on sait qu'on d'entrée de jeu ici, on a directement parlé, on n'a même pas encore commencé à parler des chiffres, hein, mais les résultats étaient bons. Mais déjà, qu'est-ce que leur compagnie fait? Alors, simple. D'habitude, sur les anciennes vidéos, je n'avais pas tendance à vous donner à peu près ce que l'entreprise faisait, etc. Parce que je considère une chose, c'est que si les chiffres vous intéressent, la première question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce que l'entreprise fait? D'accord? Donc, c'était un moyen pour moi également ici de vous forcer à aller lire les rapports financiers. D'accord? Ou bien, voilà, au minimum, la description de la compagnie. Parce qu'ici, sur cette chaîne, on ne vous donne pas du poisson, on vous apprend à pêcher. En tout cas, moi, je l'ai toujours pensé. D'accord? Donc, fondée en 2007 et basée en Californie, Viva Systems est une entreprise spécialisée dans les solutions cloud dédiées aux sciences de la vie. Je sais que jusqu'à présent, vous ne voyez pas ce qu'elle fait. Ne vous inquiétez pas. Elle fournit des logiciels et des services aux entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et médicales pour optimiser leur processus de la recherche clinique à la commercialisation, techniquement pour gagner du temps et économiser de l'argent. Alors, sa mission, simple. Accélérer l'innovation dans ce secteur critique en offrant des outils intuitifs, sécurisés et conformes aux réglementations strictes. Prenons un exemple simple. Une entreprise comme Pfizer pourrait s'appuyer sur Vault CRM de Viva pour gérer ses interactions avec les professionnels de la santé, assurant un suivi précis des données tout en respectant les normes de confidentialité. Parce qu'ici, on parle de santé. OK? Donc, ceci illustre bien ici une utilisation concrète de la valeur ajoutée ou bien une illustration concrète ici de la valeur ajoutée de Viva pour ses clients. Alors, maintenant, parlons de chiffres. Commençons par les bonnes nouvelles. Viva a dépassé les attentes avec un chiffre d'affaires de 721 millions de dollars pour le quatrième trimestre et de 2,75 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année fiscale. Donc, le résultat opérationnel non GAAP, donc ici c'est un résultat ajusté, s'élève à 308 millions pour le trimestre et 1,150 milliard pour l'année. Donc, des chiffres qui témoignent d'une exécution sans faille et d'une santé financière robuste. Cette capacité à surpasser ses propres prévisions met en lumière la solidité de son modèle économique. Parce que oui, Viva Systems a tendance ici à être assez conservateur par rapport aux prévisions. Donc, si vous dites 5%, ça fait très longtemps qu'on sait que ça sera 5% minimum. Bon, jusqu'à présent, c'est le cas, mais on peut se dire ici que quand ils donnent des prévisions, ils sont généralement moins disants. Donc, même ce que le marché apprécie ou pas du tout, ce n'est pas leur problème. Parce qu'ils ont une vision à long terme, en tout cas pour le moment. Donc, côté client, Viva a le vent en poupe. Au cours du trimestre, 20 nouvelles entreprises, principalement des PME, ont adopté Vault CRM, son logiciel de gestion de la relation client. Cette dynamique illustre une confiance grandissante dans les solutions proposées par Viva, notamment auprès de nouveaux acteurs du marché. Donc, une adoption qui pourrait bien accélérer, une adoption qui pourrait bien s'accélérer avec le temps. D'accord? Les aléas du direct. Je ne coupe pas mes vidéos, d'accord? Je lis mon texte tranquillement qui a été préparé en avance après la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call. Donc, je peux un tout petit peu bafouer, mais si vous aimez les belles vidéos avec les belles lumières, etc., vous pouvez changer de chaîne. Ici, on prend l'information, c'est tout, d'accord? Et on essaye chacun essaye d'aller également rechercher les mêmes informations dans les rapports financiers. Aussi simple que ça. L'esthétisme ici, on va laisser ça pour les autres, ok? Même si c'est important, mais bon. Voilà, excusez-moi un tout petit peu de me reprendre sur certains textes, sur mon texte, c'est pas plus grave que ça. Alors,
L'innovation reste au cœur de la stratégie de Viva. L'entreprise a fait des avancées significatives dans le domaine de l'intelligence artificielle avec des nouveautés comme le TMF Bot ou encore le contrôle vocal pour son CRM. Parallèlement, Viva mise gros sur son data cloud pour enrichir son offre. Donc, ces développements témoignent d'une volonté claire de rester à la pointe technologique et de répondre aux besoins évolutifs de ses clients. Parce que la concurrence ne dort pas. Et on va en parler. Et j'en ai parlé d'ailleurs dans l'analyse sectorielle, d'accord? Je ne sais pas si je vais la publier ou pas du tout pour le moment. Je réfléchis encore. Si je la publie, ça sera au sein de la communauté. J'en parlerai à tous ceux qui sont dans la newsletter. Et après, c'est le moment. En description de la vidéo, abonnez-vous massivement à la top newsletter. OK? Parce que j'aurai une nouvelle pour vous. D'accord? Dans quelques semaines, on va le dire comme ça. Pour ne pas dire dans quelques jours. Donc, prends une minute, abonne-toi à la newsletter. OK? C'est gratuit. Si c'est fait, on continue. Donc, alors, avec un objectif de 6 milliards de dollars de revenus d'ici 2030, Viva voit grand. Ça veut dire qu'à partir de ce niveau, 2030, c'est dans 5 ans, grosso modo, même si on est dans l'efficacité 2026, etc. Actuellement, nous avons à peu près 2,75 milliards ici de chiffre d'affaires, si ma mémoire est bonne. Ça veut dire également qu'on va tripler en termes de chiffre d'affaires. Non, pas tripler, doubler en termes de chiffre d'affaires. De 2,75 à 6 milliards. Et il y a de grandes chances même que ce soit plus que ça. Parce que si vous regardez la taille du marché de cette entreprise, ça peut être bien plus élevé que ça. Mais bref, ça veut dire que les bénéfices nets peuvent doubler à marge égale. Si les marges augmentent, ça sera encore mieux. Et les marges pourraient également augmenter. Parce que cette entreprise fait quoi? Elle vend essentiellement ses produits. Ses produits sont dématérialisés. C'est essentiellement du service du cloud. Point barre. OK? Donc, c'est du logiciel. Donc, 6 milliards en 2030, c'est déjà un bon début. Mais ça sera peut-être bien plus que ça. Bref, on va continuer à monitorer l'entreprise. En tout cas, moi, de mon côté, ça ne veut pas dire que je ferai des vidéos sur Viva System, etc. Voilà. Donc, l'entreprise planifie une expansion vers de nouveaux marchés, un pari qui reflète sa confiance en ses perspectives de croissance à long terme. Ajoutons à cela la résilience du secteur des sciences de la vie face au cycle économique, comme l'a souligné la direction, et Viva semble bien armé pour l'avenir. C'est un secteur défensif. Qu'importe la situation ici, les compagnies pharmaceutiques auront besoin de payer pour ce type de logiciel-là. Et c'est essentiellement du B2B. On aime ça. Alors, malgré ces succès, tout n'est pas rose. La croissance des abonnements qui atteignait 20% en 2025 devrait ralentir à environ 13% en 2026 selon les prévisions. Ce frein s'explique par des comparaisons annuelles plus difficiles et un ralentissement dans le segment Cross-X. Un signal qui pourrait inquiéter les investisseurs de manière générale, mais c'est un signal à court terme. Les risques macroéconomiques, bien que non perceptibles pour l'instant, planent également. Une baisse des financements pour la recherche ou l'introduction de tarifs pourrait perturber les décisions d'achat des clients et retarder la signature des contrats. Sur cette chaîne, je ne parle pas souvent des tarifs aux États-Unis parce que mon avis est simple. Déjà, c'est quelqu'un qui se lève le matin, qui impose des tarifs le soir et le lendemain matin change d'avis. On peut pas... Pour faire des vidéos, oui, ça va marcher, ça va buzzer. Ce sont des vidéos qui buzzent. Et comme moi, je l'ai dit, je n'ai plus envie de faire des vidéos pour le buzz. Non. Enfin, déjà, je n'en faisais pas. Je fais uniquement des vidéos qui, moi, m'intéressent. Je considère ça comme étant intéressant à long terme pour quelqu'un qui veut apprendre à investir en faisant du stock picking sérieusement. Point barre. Tarif, c'est bien. S'il les impose pendant 3 mois, peut-être qu'on va en parler lors de la prochaine publication des résultats. OK? Donc, ce que je veux dire ici, c'est que pour moi, l'imposition des tarifs, ça sera mitigé à la fin de la journée. Il y aura des côtés positifs comme négatifs, mais à la fin, je pense que ça ne va pas apporter, il n'y aura pas un plus de manière générale. Ça mettra plutôt une pression supplémentaire ici au niveau des clients finaux. Et donc, ça pourrait ralentir un petit peu l'économie, en tout cas à moyen terme. Bref, ce n'est que mon avis. Il faut également avouer ici qu'on travaille essentiellement ici avec les entreprises pharmaceutiques ou bien les entreprises dans le secteur médical. Donc, quand on dit médical, ici, ça peut être les hôpitaux, ce genre de choses-là. Donc, ou bien des compagnies comme Medspace, par exemple, qui sont spécialisées ici dans je pense que c'est CRO, c'est la recherche ici. Bref, le nom va me revenir. Mais voilà. Donc, on va se dire ici que les contrats de ces différentes entités ici peuvent fluctuer dépendamment de la situation. Okay? On peut peut-être ralentir ici la décision ici, enfin, reporter une décision ici d'achat d'un logiciel de Viva System.
Tout simplement parce qu'on a la visibilité et on a très peu de visibilité présentement sur le business. Parce que ce sont des revenus récurrents. Quand on paye, il faut payer à l'année. Enfin, il faut généralement payer, je pense, au mois ou à l'année, mais ce sont des revenus récurrents, des contrats sont généralement de longue durée. Et on aime bien ça, c'est parce que ça rend le business de Viva System prévisible. En tout cas, à moyen terme, il peut y avoir cette type de difficultés-là. OK? Donc, on continue. Donc, c'est une incertitude, bien sûr, à surveiller. Alors, la transition vers des systèmes comme Vol CRM nécessite des ressources conséquentes en consulting. Si Viva dispose d'une équipe flexible pour accompagner ses clients, la capacité globale de l'industrie à absorber ces changements reste une interrogation. Excusez-moi. Par ailleurs, la concurrence n'est pas en reste. Des acteurs établis comme Medidata et Oracle, notamment dans le domaine de l'EDC, savoir capture électronique des données, ça peut également être l'EHR ici, Electronic Health Record ici, donc savoir la numérisation ici des dossiers médicaux, ou bien les dossiers médicaux ici électroniques. Vous savez qu'avec l'acquisition de Cerner ici, Oracle est rentré dans ce secteur d'activité et donc ça peut également, c'est un gros concurrent, d'accord? Ces entreprises-là maintiennent également la pression. Il me semble, si ma mémoire est bonne, même Dassault Systèmes, si ma mémoire est bonne, est dans ce genre de secteur d'activité-là. Oui, il y a un pan de l'activité Dassault Systèmes, soit dans l'EDC ou bien dans l'EHR, entre les deux. OK? Bref, allez-y, vérifiez. D'accord? Ici, je vous considère comme des analystes, donc vous êtes déjà naturellement curieux. La question que vous devez toujours avoir au bout des lèvres, c'est pourquoi, comment? Enfin, les deux questions, c'est pourquoi, comment. OK? Bref, on continue. La direction préfère insister sur la création de valeur plutôt que sur la rivalité, mais le défi compétitif demeure réel. Donc, enfin, l'adoption de l'intelligence artificielle, bien qu'enthousiasmante, reste incertaine. Les clients explorent encore comment intégrer ces outils dans leur processus, ce qui pourrait freiner leur déploiement à grande échelle, du moins à court terme. Parce que moi, je pense que le gain de productivité, il est énorme avec l'intelligence artificielle. Je le vois même dans mes analyses. Enfin, je ne suis pas du genre à aller poser la question à ChatGPT, est-ce que l'entreprise est sous-évaluée? Ou bien analysez-moi telle entreprise. Non, 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 non. Pour mieux utiliser l'intelligence artificielle, on revient à la même chose. Il faut poser les bonnes questions. Et si vous ne savez pas quelles questions vous devez poser, techniquement, vous aurez tendance à tirer les mauvaises conclusions, on va le dire comme ça. Okay? Même en se posant les bonnes questions, parfois on tire les mauvaises conclusions. Encore plus en se posant les mauvaises questions. Mais il y a un gain de productivité énorme. D'accord? Vraiment énorme. Ne serait-ce même que pour vous, pour ne serait-ce que traduire des documents de l'anglais vers le français. Alors vous pouvez encore demander à l'IA de vous expliquer simplement comme un enfant de 2, de 5 ans, ou 10 ans, comment est-ce que ce type d'activité fonctionne. Profitez-en. Avant, il fallait lire des livres ou bien regarder des interviews, etc. Mais là, tout est à votre portée. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être paresseux. Je ne dis pas que tu es paresseux, mais non. Ça devient encore plus facile. Mais il y a une chose que l'intelligence artificielle ne pourra pas faire pour vous, c'est ce jugement-là qui est propre à l'humain. OK? Malgré toutes les informations à votre portée, il faudra toujours décider s'il faut acheter ou pas du tout. La pression psychologique, elle sera toujours la vôtre. Surtout quand le prix de l'action se casse la gueule. Ou bien quand vous gagnez énormément d'argent au point où vous pensez que vous êtes un génie alors que vous avez eu un coup de chance. Bref, ce n'est que mon avis. Et je pense que l'intelligence artificielle ici, et je l'ai toujours dit, et c'est bien de regarder Nvidia, etc. Et il y a les entreprises qui vont en profiter. C'est celles qui vendent des logiciels. Que ce soit les logiciels ici d'application ou bien une infrastructure, on va le dire comme ça. Donc, que ce soit du Microsoft ou bien du Salesforce ici, ce sont ces entreprises-là qui vont réellement en bénéficier. Réellement. Le reste, c'est que du bavardage des vendeurs d'instruments, c'est tout. Ça pourrait être bien ici, mais ça reste cyclique. Comme je dis toujours, Nvidia est cyclique. Prenez-moi, tapez-moi au sol, c'est cyclique. Tôt ou tard, la dépense en capital va ralentir et Nvidia, les chiffres d'affaires vont aller avec. La compétition également ne dort pas. Et si vous voulez faire une chose, c'est simple. On estime ici à 2030, ici, la dépense liée à l'intelligence artificielle entre 400 et 600 milliards. Maintenant, je ne sais pas, ce sont les dépenses exclusivement pour les data centers / GPU ou bien tous les éléments qui concourent ici, qui rentrent ici dans le déploiement ici de l'IA, que ce soit au niveau du réseau. Réseau, on en parle. Mais en fait, je parlais de Viva. Mais bref,
Allez-y, regardez les entreprises qui vendent des outils, Cisco par exemple. Allez-y la regarder par exemple. Mais on en parlera un jour, sans doute. OK? Bref, l'IA, profitez-en. D'accord? Et je pense que Viva, il n'y a aucune raison pour qu'une compagnie dans le segment des logiciels n'en profite pas. OK? Alors, on continue. Bon, on termine ici. Donc, on va dire ici simplement que Viva Systems termine son année fiscale 2025 sur une note positive, portée par des résultats financiers solides, une adoption croissante de ses solutions et une stratégie tournée vers l'innovation. Pourtant, le ralentissement de la croissance des abonnements, les risques macroéconomiques et la pression concurrentielle rappellent que rien n'est acquis. L'entreprise devra naviguer avec agilité pour transformer ses ambitions en succès durable. Donc, le fameux 6 milliards attendu ici, j'espère que ça sera le cas. Donc, une chose est sûre, dans l'univers des sciences de la vie, Viva reste un acteur à suivre de près. Et maintenant, on va passer aux chiffres. Une fois que qu'on a fait à peu près ici la mise en place des choses, on peut parler des chiffres. D'accord? On peut parler des chiffres. Et là, vous allez peut-être me remarquer que sur la chaîne, il y a moins de vidéos que d'habitude parce que j'ai décidé de laisser uniquement les notes d'analyse soit les notes d'analyse sectorielles, bien mes réflexions sur le stock picking. Toutes les vidéos quantitatives qui n'avaient pas des notes d'analyse ici vont être littéralement supprimées. Donc vous comprenez, elles existent toujours, mais j'ai décidé juste de les enlever ici. Bon, pour ceux qui sont dans le top premium ou bien dans la watchlist ici, enfin dans les différents services d'abonnement ici, vous pouvez tout me demander de ressortir la vidéo ici en privé. Je vais vous la envoyer tantôt. De toute façon, on converse toujours, vous et moi. Mais voilà, maintenant, ça sera uniquement ce type de vidéo. On n'en fera pas beaucoup. Maximum 3 quand je me sentirai en forme. Minimum une vidéo chaque 2 jours. Bref, on verra. Mais l'essentiel, c'est de prendre pas un sujet d'actualité, une entreprise en particulier, qu'elle soit connue ou pas connue. L'essentiel, c'est que l'entreprise, moi, m'intéresse. Première chose. S'il y a une leçon à tirer derrière, ça peut également m'intéresser. Donc, je pourrais me permettre d'étudier du Intel pour tirer les leçons, par exemple. Ça ne veut pas dire que je vais y investir. Donc, une chose est sûre, pour cette compagnie, il faut absolument compter dessus. Et maintenant, on peut parler des chiffres. Une fois qu'on a mis en place, vous avez les résultats financiers, vous avez l'ambition de la compagnie, si vous savez à peu près ce qu'elle fait, on peut parler des chiffres. Oui ou non en commentaire. Et je prends encore un moment pour vous demander de vous abonner massivement à la Top Newsletter. Et pour tous ceux qui seront sur cette page-là, vous avez le pack du débutant, vous avez également ici le service Top Premium, d'accord? Donc le Top Premium qui prend en considération, ici, je partage généralement ici des entreprises qui me semblent sous-évaluées, je fais des notes d'analyse et je fais le suivi. On a beaucoup d'entreprises qu'on a mentionnées précédemment, et je peux faire la liste, hein, mais on avait du JP Morgan, on avait du Google, on a du Meta, on a du Snap-on, bref, il y a énormément d'entreprises qu'on a pu mentionner par le passé ici. On a du United Rental qui se comporte plutôt bien ici aujourd'hui, ok? Donc je fais le suivi, ça ne veut pas dire que je vous promets un quelconque rendement, mon but premier est de ne pas perdre d'argent, c'est la première chose. Deuxièmement, sur cette liste-là, vous avez quoi? Sur le Top Premium toujours, vous avez le pack du débutant. Comment lire les rapports financiers, comment lire les états financiers, c'est deux choses différentes bien sûr, ainsi qu'une formation thématique sur les rates. Vous avez également les analyses sectorielles comme sur Viva Systems. Viva exerce dans quel secteur d'activité? Secteur ici des healthcare technologies, donc technologie des services de... enfin, on va le dire ici, technologie, services de santé ou bien technologie médicale, bref. Bon, mais je peux vraiment les dire en anglais, d'accord? Healthcare technology, d'accord? Dans ce segment-ci, ce qui est drôle, c'est que c'est un nouveau segment, c'est une nouvelle industrie. Si vous allez regarder, vous allez voir énormément d'entreprises qui ont moins d'une vingtaine d'années, on va le dire comme ça. Okay? C'est essentiellement ici du logiciel, mais c'est du logiciel spécialisé pour les compagnies pharmaceutiques, pour les compagnies des sciences de la vie de manière générale. Okay? Donc, les analyses sectorielles, quand j'étudie une entreprise comme Viva, je vais lire sur ses concurrents. Donc, je vais lire sur Doximity, je vais lire sur Oracle, ce qui a déjà été fait. Je vais également lire peut-être sur Teladoc ici, histoire d'avoir une vue d'ensemble du secteur d'activité afin de faire ici mon analyse sectorielle. Okay? Et je continue à faire le suivi parce que c'est un secteur d'activité que j'aime bien. Donc, vous avez les analyses sectorielles ici pour gagner du temps. Vous pouvez également demander des analyses quantitatives. Thierry, est-ce que tu peux analyser telle ou telle entreprise? Je le fais, je vous la donne ici et ça reste en privé dès aujourd'hui, ainsi que la watchlist avec Target Price et peut-être qu'il y a un ou deux éléments que j'ai oubliés. Et je rappelle ici que dans le pack du débutant, ça vient avec un accompagnement. Donc, je ne vous laisse pas juste regarder les notes de cours. Non, pas du tout. On s'assoit, on essaye de pratiquer. D'accord? C'est un peu différent du programme d'accompagnement, mais je ne parle pas du programme d'accompagnement présentement parce qu'il n'est pas disponible. On a actuellement des étudiants dans le programme d'accompagnement et donc je préfère terminer avec eux, d'accord? Une fois qu'ils terminent, une fois que je sais tout le monde est au même niveau ici, je pourrai réouvrir le programme d'accompagnement. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, vous allez premièrement newsletter si vous êtes intéressé dans le top premium, sinon le pack du débutant et on peut passer directement ici
à notre analyse quantitative. Croissance des revenus, 2,750 milliards. Et vous savez déjà que si on regarde ici le revenu de la compagnie, on s'attend à du 7 milliards d'ici 2030. Malheureusement, on n'a pas 2030 ici, mais on est optimiste. Ensuite, on regarde la marge brute. Vous pouvez également regarder le volume de croissance, etc. Mais on regarde la marge brute ici, ça représente à peu près 75%. Vous connaissez combien d'entreprises à 75% de marge brute qui ont moins que 20% en termes de bénéfices nets, marge bénéficiaire ici, ou free cash flow? Pas non, il n'y en a pas énormément. Et comme vous pouvez le voir, la marge brute est stable. La marge EBITDA, elle est également assez stable, on va le dire comme ça. Ensuite, vous avez le net income et le free cash flow. Est-ce que les deux parlent le même langage? Vous allez remarquer ici que free cash flow et net income, free cash flow a tendance à être extrêmement élevé par rapport au net income. Mais n'oubliez pas une chose, le SBC. Et je pourrais revenir sur le stock-based compensation parce que j'ai eu une très belle discussion ici dans le programme d'accompagnement justement parce qu'on parlait ici du stock-based compensation. Et jusque-là, on n'était pas d'accord. Parce que moi, personnellement, j'enlève le stock-based compensation des free cash flow. OK, parce qu'en fait, ça veut juste dire qu'on a payé les employés ici en émettant de nouvelles actions, point barre. Je les enlève du free cash flow parce que à la fin, moi, en tant qu'actionnaire, c'est le free cash flow qui me reste. Mais la personne ici soulevait que, bon, si tu enlèves du free cash flow, enlève ici, diminue également, ajuste également le nombre d'actions. Après, on s'est également rendu compte que parfois, ça pourrait être bien pour une entreprise, surtout quand ces actions sont surévaluées, de payer les employés avec des actions surévaluées. Et surtout, si elle paye les emplois avec des actions surévaluées qu'elle détenait, qu'elle avait préalablement rachetées à des prix moins élevés. Bref, je sais que parmi vous, beaucoup seront un tout petit peu perdus, mais on va aborder ça, ne vous inquiétez pas. On n'a pas décidé de faire du stock picking sérieusement, ne vous inquiétez pas les amis, on va y aller pas à pas. Asseyez-vous, prenez des notes. Donc, c'est 16% ici, donc je dis mon free cash flow. Quand on me mentionne qu'on a un free cash flow de l'ordre ici de 36%, etc., moins 16, ça donne 20%. Et vous allez voir que ça coïncide à peu près avec les net income. Alors, maintenant, vous allez me poser la question, Thierry, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que cette compagnie, à long terme, pourra avoir des SBC de moins en moins élevés? Mon avis sera oui. Mais c'est du long terme. Long terme, c'est plus que 5 ans déjà pour commencer. Donc, si tu es d'accord de vivre avec ça, sache que tu surévalues déjà la compagnie en date d'aujourd'hui de près de 16%. Enfin, pas 16%, attention. Ça fait 16 divisé par 36. Tu vas la surévaluer d'au moins 45% parce que tu vas utiliser un multiple pour ça. Et à un moment donné, l'entreprise aura tendance à avoir des marges bénéficiaires de plus en plus élevées. C'est possible. Donc, faites attention. C'est quelque chose qu'on doit prendre en considération. Moi, j'accepte d'aller avec. C'est pour ça que je vous dis, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez faire vos évaluations de vos côtés. Ça vous regarde. L'essentiel ici, c'est qu'on identifie les belles entreprises et qu'on essaie d'acheter à des prix qui nous semblent corrects, nous permettant ici de maximiser nos rendements sur coût d'acquisition. OK? Voilà. Donc, free cash flow, nombre d'actions, vous avez vu que ça augmente parce qu'on a des stock-based compensation, etc. On a également ici dette net sur EBITDA de combien? Dette net. Quel est le niveau de dette net en date d'aujourd'hui sur l'EBITDA? On a du cash net. L'entreprise n'a pas de dette. Donc, elle a la capacité de souffrir. En termes de dette net, qu'est-ce qu'elle a de manière générale? En termes de cash net, elle a près de 5 milliards de cash net. J'aimerais bien regarder le CAPEX de cette compagnie. Capital Expenditure. En fait, ouh là là, c'est une compagnie qui dépense à peu près 20 millions en CAPEX. Mais son véritable CAPEX, c'est la recherche et le développement. Pour ceux qui sont tous ceux qui analysent les compagnies dans le secteur des logiciels, de la tech, etc., ou bien des pharmaceutiques, la vraie dépense en capital, c'est la recherche et le développement. C'est pour ça même qu'il faut, dans les pharmaceutiques, il faut coupler recherche et développement et CAPEX. Vous joignez les deux pour avoir le CAPEX général. Bref, je me comprends ici. Mais bon, ça demande également un ajustement des operating cash flow, etc. Mais n'oubliez pas que la recherche et le développement est une dépense en capital. Bref. Mais ça montre ici que nous avons une entreprise qui est presque asset light. C'est essentiellement la recherche et le développement qui est, voilà,
on peut trouver des choses ici comme pas du tout, mais pour le moment, ça semble très bien fonctionner pour la compagnie. Alors, du point de vue évaluation, ça va donner quoi le marché? Je ne paierai pas plus de 25 fois les bénéfices. Je ne vais même pas me casser la tête à aller prendre, voilà pourquoi est-ce que je prends 25 fois les bénéfices ou quoi que ce soit. Je prends 25 fois. Vous savez pourquoi. Si vous êtes un ancien sur la chaîne, vous savez pourquoi. Si vous êtes nouveau également, ne vous inquiétez pas. Asseyez-vous, prenez des notes au fur et à mesure qu'on va faire des vidéos, vous allez comprendre. OK? Donc, la vidéo a assez duré. Enfin, c'est ça quand on fait des vidéos où on lit les rapports financiers, on a envie de donner le maximum d'informations possible. Parfois, on peut parler d'autres secteurs d'activité ici, mais qui sont des secteurs d'activité en lien avec notre thématique de manière générale. Parce que quand je parle de Viva Systems, c'est Healthcare Technology, mais je la vois comme une compagnie qui vend du logiciel. Et donc, la thématique qui va toucher les compagnies dans le secteur des logiciels sera la même. Pourrait affecter une entité comme Viva Systems, même si c'est des technologies pour le secteur médical. OK? Donc, Thierry, tu parles trop. Allons-y directement à l'évaluation. Vous voyez que quand je fais des analyses, quand je parle des notes d'analyse, moi j'aime ça. Parce que je m'ennuyais déjà avec les analyses quantitatives. Je ne sais pas pourquoi je me suis enfermé dans cette affaire-là. Je peux faire des analyses quantitatives en 2 secondes. Ça ne me dérange pas. Donc on va laisser ça pour les autres. Il y a plein de chaînes YouTube qui font des analyses quantitatives ici. Mais je dis toujours une chose ici, vous commencez par les analyses quantitatives, mais au fur et à mesure que vous évoluez, vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe derrière la compagnie, pourquoi est-ce qu'elle a de bons résultats, etc. C'est ça qui nous drive, c'est ça qu'on veut. D'accord? PER de 5 ans de l'année prochaine, etc., ou bien sous-évalué parce que c'est quantitatif. C'est bien, mais ça ne permet pas d'aller très, très loin. Maintenant, comme je l'ai dit, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Je prendrai 25 fois les free cash flow. Et nous savons que en prenant 25 fois les free cash flow, ça veut dire que je suis vraiment très optimiste parce que ces free cash flow-là peuvent être questionnables. À 25 fois les free cash flow attendus en 2028, c'est un business prévisible. J'aime bien Fastgraft. D'accord? Vous pouvez retrouver ici en description de la vidéo, vous avez ici un... Je pense que vous avez un code discount ici pour Fastgraft. Vous avez mon lien d'affiliation sur Fastgraft en description de la vidéo. OK? J'adore Fastgraft. Ça me permet de voir directement si une entreprise est intéressante ou pas. Ça me prend 3 secondes. OK? C'est très visuel. Et donc, quand on voit ici 25 fois les bénéfices, et pour ceux qui vont me poser la question, quel modèle de Fastgraft j'ai, j'ai le dernier niveau. Je pense que je paye à peu près un truc comme 59 $, un truc comme ça. Et après, ce n'est pas ça qui est important, le prix qu'on paye pour un service, c'est qu'est-ce que je reçois derrière? Est-ce que je gagne de l'argent en payant ce service-là? Oui, je gagne de l'argent dessus. C'est la raison pour laquelle je continue à payer. OK? Parce que ça me facilite. En termes de productivité, ici, je perds moins de temps. Mais sinon, vous avez l'alternative avec Coifin, que j'adore également. OK? Donc, ici, on s'attend à 242, 243 $ l'action d'ici 2028. Donc, je sais qu'en achetant cette compagnie en date d'aujourd'hui, je surpaye un tout petit peu je paye déjà une certaine croissance. Mais n'oubliez pas, on a dit 2030, on s'attend à combien? 2030, on s'attend à peu près à 2 fois plus de bénéfices. Enfin, chiffre d'affaires 2 fois plus élevé. Bah, techniquement, on devrait s'attendre à 2 fois plus de bénéfices. Je fais 6 milliards. D'accord? Multiplié par, 0,36%. Pour l'efficacité, ça donne 2 milliards 160 multiplié par 25 fois les bénéfices. Ça donne 54 milliards divisé par la capitalisation boursière actuelle. Enfin, même pas la capitalisation boursière, je vais prendre divisé par la valeur d'entreprise. Ça inclut directement le cash net. D'accord? Ça sera plus facile. Divisé par 34 milliards. Ça donne à peu près 1,58 d'ici 2030. 2030, c'est combien d'années? C'est 5 ans. Donc, c'est 10% en moyenne. Ce qui n'est pas mal. Sous condition que l'entreprise ait un chiffre d'affaires de 6 milliards, se paye à 25 fois les free cash flow qui seront à peu près au minimum à 36%, avec moins de SBC, bien sûr, de préférence. Et donc, voici une entreprise qui pourrait payer un dividende tôt ou tard. Ce qui veut dire également ici qu'en date d'aujourd'hui, je dis bien, en date d'aujourd'hui, on me demande d'acheter cette compagnie, d'acheter une entreprise à 6 milliards, qui pourrait, non pas à 6 milliards, à une entreprise à 38 milliards, qui pourrait me rapporter d'ici 2030, 2 milliards par action. Enfin, 2 milliards 16 par an. Soit un rendement sur coût à peu près de combien? De 5,68%. Et ça, je n'ai pas pris en considération la dette, parce que si je prends le cash net, parce que si je prends en considération le cash net, ça nous donnera à peu près aux alentours un rendement potentiel de 6,35%. Et je rappelle ici que quand on paye 25 fois les bénéfices,
c'est 4% de rendement. OK? Et donc, si on veut mettre conservateur, on se dit, si l'entreprise, bon, si on la vend à 20 fois les bénéfices, au pire des cas, je ne perds pas mon argent. D'accord? Bon, j'ai été assez long. J'espère ici vous avoir donné envie d'en apprendre plus sur Viva System. Laissez-moi savoir en commentaire ceux qui possèdent la compagnie, ceux qui l'ont découvert, et dites-moi ici si ce nouveau format vous intéresse. Enfin, ce n'est pas un nouveau format, mais pour la suite, ici, ce type de vidéo-là vous intéresse. Laissez-moi également savoir en commentaire. Ça m'encourage. Et comme je l'ai dit, on aura moins de vidéos, moins on passera du temps ici à mieux expliquer ce que fait l'entreprise, etc. OK? En tout cas, n'oubliez pas, troisième fois, abonnez-vous à la Top Newsletter. Et pour ceux qui veulent nous retrouver dans le Top Premium ou bien dans le pack du débutant, c'est en description de la vidéo. Je rappelle que le pack du débutant, je vais le supprimer en individuel et le laisser uniquement dans le Top Premium Plus. En tout cas, dans le Top Premium, excusez-moi. En tout cas, on verra ça dans le futur. Un like, un abonnement, un max de commentaires, ça fait toujours plaisir. D'accord? Le débat est ouvert. Pour moi, cette compagnie, je la mettrai dans mon portefeuille pour le moment. Je vais la mettre ici à un target de 243 $ l'action, plus le cash net. On a du cash net de combien? Donnez-moi juste un instant, parce que je ne l'ai même pas encore mis à jour. Ceux qui ont accès à la watchlist risquent de se fâcher. Ils vont me dire, « Ah, Thierry, tu as fait la vidéo, mais tu n'as pas mis à jour. » Ah, ne vous inquiétez pas, on fait ça. Ça donne 31 $ par action de cash net. Donc, je suis à 243, 243 plus 31 de cash net. Ça donne 274. Ça donne une légère sous-évaluation. OK? Et je viens ici, boum, je viens dans ma watchlist. Healthcare, enfin, elle a un tout petit peu bugué. Donc, je viens dans la watchlist, je prends l'industrie ici des healthcare, ici, vu que c'est une entreprise qui est dans cette industrie-là, qui est dans ce secteur d'activité-là. Et maintenant, pour l'industrie, je rentre directement ici. Je vais classer ça ici par ordre alphabétique. Ça va être plus simple pour nous, de telle sorte qu'on vient ici. Voilà. À Virbac, ça s'est plutôt bien passé. Hein? Enfin, bref. 300, on était à combien pour le prix? 2,74. Donc, on met 2,74. Ça sera légèrement sous-évalué. On met la date d'aujourd'hui et 7. Et boum. Et je rajouterai également un élément ici pour mentionner que la note d'analyse pour l'industrie existe. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire ça, mais je pense que je vais mettre un code couleur. Ça va être plus facile. Donc là, si le segment des Healthcare Technologies est disponible, je mets ici un code couleur, disons vert, d'accord? Non. Ou bien violet pour signifier que l'analyse sectorielle pour ce secteur d'activité existe. OK? Moi, j'adore ça, lire. Quand vous lisez sur une compagnie, c'est toujours intéressant d'aller lire sur le secteur d'activité afin de ne pas vous laisser surprendre. Il y a des bons côtés comme des mauvais côtés ici. Ça nous permet également de regarder les secteurs qui ont le vent en poupe en date d'aujourd'hui avant que les autres ne s'en rendent compte. Bref, like, abonnement, commentaire. Ciao.